Je suis donc Christine Choquet, donc moi je travaille à l'université de Nantes, donc dans l'ouest de la France, et je suis enseignant-chercheur en didactique des mathématiques, et mes enseignements se font en formation initiale des futurs enseignants. Mais je participe depuis, enfin mais, et je participe depuis 3 ans, on va dire, aux formations continues justement de ces référents mathématiques là, qui existent en France depuis 3 4 ans, justement au regard des travaux que j'ai pu faire sur les objets qui sont mis en formation en ce moment. Et c'est ça que je vais vous présenter en essayant de revenir sur les enjeux de ces formations continues qui sont proposées donc au niveau national. Hein. On a vraiment une formation d'une grande ampleur là, qui a été mise en place. Et puis, pour essayer d'être assez concrète, j'ai repris 2 exemples et que j'essaie de détailler pour vous montrer ce qu'on cherche à faire dans cette formation continue pour essayer d'avoir je posais la question tout à l'heure d'un enseignement efficace. Alors, ça serait peut-être que nous, on viserait une formation efficace ou efficiente vers les professeurs des écoles. Donc, en fait, en termes d'enjeux de cette formation continue en mathématiques ou à l'enseignement des mathématiques, c'est surtout l'idée au départ qu'on s'est rendu compte que les professeurs des écoles français. Alors, on s'est rendu compte dans la recherche en didactique des maths, c'était déjà Michel Artigue qui relevait ce problème-là dès 2011. Et ensuite, des chercheurs comme Denis Butelaine et puis Monique Pézard, etc., toute l'équipe qui a travaillé sur les réseaux d'aide à l'école primaire, montraient aussi des difficultés chez les enseignants. Et moi, j'ai pu en repérer également dans le travail que j'ai pu mener. Ce qui fait qu'on voyait, nous, du côté des didacticiens, que les professeurs des écoles, aussi compétents qu'ils étaient, avaient des difficultés à enseigner les mathématiques. Et cette chose-là, ça a été repris d'un point de vue institutionnel dans un rapport qui s'appelle le rapport Villani-Torossian de 2018, et aussi au regard des évaluations des travaux des élèves français au niveau international, à savoir les résultats de PISA et TIMSS 2020, mais les années d'avant aussi, montraient qu'il y avait un souci dans notre enseignement des mathématiques à l'école primaire en France. Et on a cherché à y réfléchir. Alors, pour l'instant, on ne sait pas si on répond aux questions, mais en tout cas, on a cherché à réfléchir à trouver des solutions pour aider ces professeurs des écoles. Et l'enjeu national là, de ce plan national de formation, c'est bien de former sur quelques années tous les professeurs des écoles à des connaissances mathématiques et didactiques. Et le tous, on voit bien qu'on ne va pas tous les former en même temps. C'est pour ça que l'idée, c'est de former des référents mathématiques, donc des professeurs des écoles qui sont volontaires ou choisis dans leur école, qui viennent participer à une partie des formations et qui retournent ensuite dans leur école, dans ce qu'on appelle nous des circonscriptions ou encore des constellations, en fait des petits groupes de professeurs des écoles qui vont travailler ensemble. Et ce référent va essayer, à partir de ce qu'il a retenu de la formation, essayer de la reprendre avec ses collègues. Et il y a un aller-retour entre les collègues professeurs des écoles qui sont formés, le référent mathématique qui revient régulièrement en formation pour questionner en gros sa pratique de formateur, mais également récupérer quelquefois des précisions en didactique, en analyse de pratique, en mathématiques, sur des points qu'il veut travailler avec sa constellation. Donc, l'idée, c'est bien de former tous les professeurs des écoles et de les former sous différentes façons. Alors, c'est vrai que le contexte actuel nous a forcés à aller vers des magistères ou des webinaires, mais on avait déjà cette idée de monter des magistères avant le premier confinement. Donc, en fait, ça a juste accéléré le mouvement finalement. Et on a commencé par des formations en présentiel. Donc, je vous montre un premier diaporama. Des webinaires nationaux où là, on peut être jusqu'à 2000, voire plus, à écouter ou essayer de travailler ensemble
Donc là, c'est très descendant puisque finalement, à tant que ça, on ne peut pas trop échanger. On propose des contenus. Et puis après, des magistères où là, le travail se fait soit de façon asynchrone, à savoir que les référents mathématiques ont accès à ce magistère, ils peuvent y travailler quand ils veulent. Et puis des moments synchrones où on fait le point. Alors, il ne s'agit jamais de les évaluer, mais quand même de voir ce qu'ils ont compris de ce qu'on a apporté dans le magistère et éventuellement de poser des questions. Et moi, j'en ai animé, donc c'est des moments d'1 heure, par exemple, à certains moments dans l'année. Et là, il y a toujours énormément de questions qui reviennent et c'est normal de demandes de précision sur les contenus qu'on a proposés. Et pour venir à ces contenus, justement, on a cherché à élaborer quelque chose voilà, qui répondent vraiment à des besoins des professeurs des écoles. Donc, l'idée, c'était de pas seulement prendre des mathématiciens ou des didacticiens des mathématiques, c'était aussi de faire appel à diverses catégories de personnel pour préparer ces contenus. Donc, je vous ai mis la liste là des personnes qui ont participé. Monsieur Torossian qui a géré tout cela en tant qu'inspecteur général, mais après, voilà, on a eu plusieurs inspecteurs, des conseillers pédagogiques, des professeurs des écoles et de mathématiques qui ont participé, proposé des contenus. Et ce groupe d'une quinzaine de personnes a pu dégager des pistes de formation qui ont ensuite été creusées par les équipes, on va dire, sur chaque région en France. Et les contenus disciplinaires sont reliés, j'allais dire sont assez classiques, mais finalement, ils sont reliés directement au savoir mathématique. On est entré par là, donc c'est un choix. On a voulu parler des nombres décimaux, de la résolution de problèmes, de la géométrie. Et ensuite, on est allé regarder ce qui se faisait en termes de recherche en didactique des maths sur ces thèmes-là. J'ai remis Eric Roditi pour les fractions décimaux parce que je l'avais vu dans la photo déjà de votre présentation, donc c'est quelqu'un que vous connaissez, mais voilà, il y a plusieurs recherches en didactique qui ont été utilisées. Et ensuite, ces contenus sont aussi étayés par des expérimentations de classe. Alors, soit des choses qu'on avait, nous, déjà expérimentées, soit des expérimentations qu'on a spécialement organisées pour alimenter nos formations parce qu'on manquait, par exemple, sur résolution de problèmes, on manquait vraiment de données fiables. Et l'idée dans tout ça, c'est bien d'interroger et de mettre en lien les contenus d'abord disciplinaires, donc les contenus mathématiques, de les mettre en lien avec ce qui existe en didactique et de les relier le plus possible avec le quotidien de la classe pour que ça parle directement au professeur des écoles qui va devenir référent. Et qu'après, ce référent, il puisse s'appuyer sur ces exemples de classe et puis détailler ces contenus mathématiques et didactiques qu'il a, on va dire, enregistrés ou acquis en formation. Et on a ajouté à tout ça, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, pour devenir référent, il fallait aussi se former à l'accompagnement de ses collègues, à l'accompagnement d'un petit groupe de professeurs. Donc, ce n'était pas forcément inné, aussi simple que ça. Donc, on a proposé quelques manières d'analyser les pratiques d'enseignants, quelques cadres théoriques issus directement de la didactique, comme la double approche, et puis quelques modalités d'organisation des groupes, des collectifs, à la manière des Let's Learn Studies. Je pense que vous connaissez aussi ce principe-là. Et toujours dans l'idée d'avoir une interaction entre le groupe de professeurs des écoles qui s'investit en termes de pratique en lien avec la didactique et le disciplinaire. Alors, pour vous montrer un peu comment ça s'est organisé, je pris l'exemple de 2 formations, je n'aurai peut-être pas le temps de tout détailler, mais l'idée, là, c'était de vous montrer d'où on est parti. Donc, à chaque fois, on a essayé d'avoir un ancrage historique. Donc, suivant les formateurs, ça prend plus ou moins de place dans les propositions. Là, sur la formation fractions et décimaux, avec la collègue mathématicienne, on a essayé de retracer un peu dans l'histoire la construction de ce nombre-là, qui est le nombre décimal, pour arriver à une compréhension des obstacles épistémologiques liés à l'enseignement de ce nombre décimal et pouvoir leur faire comprendre justement ce que c'est qu'un obstacle épistémologique et pourquoi finalement certains élèves butent sur cette virgule. Et voilà, c'est pas seulement parce qu'on n'est pas bon en mathématiques, c'est aussi qu'il y a au niveau de l'histoire, de la construction du nombre,
vraiment une rupture à un moment qui fait que c'est difficile. Donc, il y a un temps à passer pour travailler sur cette chose-là en primaire, par exemple. Donc, sur la fraction, vous voyez, on a aussi détaillé comment peut se construire la fraction. Donc, je passe assez vite. Donc, c'est pour vous montrer un peu quand même qu'on est allé assez loin dans le bagage mathématique des professeurs des écoles. Il faut savoir, oui, je ne l'ai pas dit, mais en France, d'ailleurs, vous me direz si chez vous, c'est la même chose. Alors, ce n'est pas un problème en soi, mais beaucoup de professeurs des écoles n'ont pas eu de formation mathématique à l'université et voire ont arrêté les mathématiques dès le début du lycée, donc vers 16-17 ans, et puis après étaient bien contents de ne plus en faire et ont retrouvé les mathématiques au moment de la préparation de leur concours pour devenir enseignants. Donc, il y a aussi tout ce côté-là un peu à combler et puis peut-être rattaché à cet engouement des mathématiques que nous, on peut avoir. Donc, au niveau de la fraction, on a travaillé sur la construction du nombre, le nombre décimal également. Et puis ensuite, vous voyez, ça c'est moi qui l'avais proposé, on a relié ça à la didactique aussi, à des concepts didactiques pour bien montrer aussi que quand on travaille sur le concept, par exemple là du nombre décimal, mais ça peut s'appliquer à d'autres concepts, on peut s'appuyer sur les travaux des didacticiens comme Régine Doidy ou comme Gérard Vergniaud, qui nous propose des pistes pour définir ce que c'est qu'un concept selon 3 axes. Et on peut essayer de l'appliquer au nombre décimal, mais ça s'appliquerait à d'autres domaines. Et on a essayé comme ça de comprendre au niveau didactique comment se comprend un concept. Et on a relié tout ça à l'évolution à chaque fois dans chaque domaine, l'évolution des programmes. Pour bien comprendre, voilà, on demande en 2021 d'enseigner les fractions et les décimaux de telle façon. Est-ce que ça a toujours été comme ça? D'où ça vient? Et puis, quels documents je peux encore utiliser dans mes vieux manuels qui datent d'il y a 20 ans? Et quels documents je vais plutôt mettre de côté parce que au niveau de la méthode et des choix didactiques, c'est peut-être plus tout à fait les bons. Et ensuite, on a à chaque fois proposé une grosse analyse. Je vous parlais d'expérimentation, mais de l'objet mathématique qu'on a travaillé en termes, pour comprendre les propriétés, là c'était du nombre décimal dans les opérations, mais également les objets mathématiques en tant qu'outil. C'est après, pourquoi on apprend le nombre décimal, c'est aussi pour résoudre des problèmes. Et donc là, à chaque fois, on a bien essayé de montrer que quand on travaille les mathématiques avec des élèves assez jeunes finalement dans la classe, on va travailler à certains moments sur cet objet mathématique. Par exemple, on va apprendre l'addition. Donc là, on va travailler l'addition pour elle-même. Et puis après, on va se dire, oui, mais ça sert à quoi de faire des additions ou d'être capable de poser des additions? Et là, on va aller sur de la résolution de problèmes, sur des situations un peu plus complexes et se dire, on oublie ce concept d'addition, mais néanmoins, quand on va vouloir résoudre le problème, on va essayer d'y penser et ça va nous servir d'outil pour résoudre le problème en question. Et le deuxième type de formation qu'on a proposé, que je voulais vous montrer, était un peu différent. Alors, évidemment, ça a été différent à cause de la période qu'on vient de traverser, mais aussi parce que on voulait quelque chose qui se passe un peu plus en ligne. Et finalement, on a proposé tout un travail synchrone et asynchrone selon plusieurs temps pour essayer de prendre le temps de travailler en formation continue la résolution de problèmes ou l'enseignement à la résolution de problèmes. Donc, vous voyez les différents temps là, qui sont proposés. Dans ces temps 1 et temps 2, on avait à chaque fois 3 ou 4 modules où, je vais vous en montrer quelques-uns après, le professeur des écoles qui se forme à devenir référent, avec quelques capsules vidéo du formateur qu'on a filmé, donc ça dure à chaque fois peut-être 5-6 minutes, avec une petite vidéo de classe ou de travaux d'élèves, et un questionnaire ou un travail à faire seul dans son coin sur ces documents-là. Et puis ensuite, quand vous voyez au-dessus marqué classe VIA 1, classe VIA 2,
là, ce sont des temps où on regroupe par période certains professeurs des écoles qui sont en formation. Et là, on répond aux questions qui se sont posées. Et éventuellement, on a vu qu'à la fin du temps 1, on a même proposé une correction de certains problèmes ou de certaines situations qui avaient été difficiles à résoudre par les professeurs des écoles, parce qu'on avait peut-être visé un peu trop haut, c'était un peu complexe. Donc là, on a corrigé avec eux. Et puis après, on a essayé de voir ce qu'on pouvait en faire en formation. Donc là, il y avait un échange à distance par une plateforme. Donc, le collègue parlait d'écran noir tout à l'heure. Là, voilà, ça a été des grands moments de solitude pour certains formateurs qui se sont retrouvés face à des écrans noirs. Mais bon, il y avait des échanges oraux quand même. Et ça a quand même été un peu complexe à mettre en place. Mais bon, ça s'est fait. Et on a fini cette formation-là sur la résolution de problèmes à comment accompagner les enseignants. Donc, on va aller voir après dans leur classe comment les accompagner à la formation, à la résolution de problèmes. Et l'idée, c'était d'aller tester quelques problèmes dans la classe et puis après d'analyser ou de commencer à analyser un peu tout seul avec quelques professeurs volontaires ce qui s'était passé dans la classe, et puis de revenir pour en parler. Dans la classe VIA 2, c'est ce qui s'est passé. Certains ont exposé ce qu'ils avaient observé et les difficultés qu'ils avaient pu avoir, ou les réussites aussi qu'ils avaient pu opérer pour aider les professeurs des écoles à comprendre leurs pratiques ou trouver des alternatives quand, on le voit souvent au niveau de l'école primaire, quand les élèves sont bloqués sur un problème et puis ils ne veulent pas aller plus loin. Alors, quelques exemples, là, on a voulu… mais vous voyez, de la même façon que tout à l'heure, on commence par le côté historique. Donc là, on a été éplucher des vieux manuels. Bon, ça, c'est des choses qu'on adore faire. Donc, et on a trouvé que ce modèle en barre était déjà présent au moment des mathématiques modernes, donc c'est les années 70 en France. Et puis ensuite, des types de problèmes qui peuvent exister avec cette modélisation ou cette schématisation plutôt en barre, qui se développe de plus en plus chez nous à l'école primaire. Et ensuite, pour donner un aspect mathématique et plus didactique à toute cette affaire-là, on est allé voir du côté de la modélisation et de la schématisation et de la représentation, puisque tout ça, ce sont des compétences qu'on travaille, nous, dans les programmes officiels de l'école primaire, et essayer de voir au niveau mathématique, qu'est-ce que c'est pour les mathématiciens, la modélisation, qu'est-ce que c'est que raisonner et représenter. Et là, on a pu donner quelques définitions, ou en tout cas essayer de les discuter, parce que c'est vrai que là, on est bien embêté sur cette histoire de modélisation. C'est pour ça que je vous le montrais, parce que on arrive à une limite, en fait, on n'est pas tous d'accord sur la définition à donner entre mathématiciens et physiciens déjà. Et donc, quand on veut faire passer cette définition-là au niveau des professeurs des écoles, on est coincé nous-mêmes par nos propres définitions. Donc, on voit bien aussi la difficulté. Et ça montre aussi aux professeurs des écoles… Il vous reste 2 minutes. Oui, toute la difficulté d'aller enseigner ces choses-là. Encore une fois, c'est pas eux qui sont pas bons ou voilà qui n'y arrivent pas, c'est parce que ce sont des concepts assez complexes. Et pour finir, ce qui a démarré depuis 6 mois, là, qui prend du retard, mais c'est une analyse ou une recherche d'analyse des effets de ce type de formation sur les pratiques des collègues professeurs des écoles. Donc, moi, je suis en lien avec plusieurs groupes de professeurs des écoles, plusieurs RMC, donc référents mathématiques, et on va regarder, en fonction des formations qu'ils ont suivies, ce qu'on retrouve dans les classes, ce qu'ils disent poser encore difficulté et ce qu'ils arrivent néanmoins à mettre en œuvre. Parce qu'on a, pour l'instant, on a vu quand même des professeurs des écoles ravis de ce qu'on avait apporté et qui mettent des choses en œuvre tout à fait intelligentes. Et puis après, petit à petit, on commence à regarder là où on pourrait dire ça coince un petit peu. Donc, je passe sur mon cadre théorique d'analyse. Tout ça pour vous dire qu'on est vraiment dans l'idée de reproposer encore des choses qu'on va expérimenter en classe, mais pour analyser aussi l'effet de la formation.
pas seulement l'effet sur les élèves et sur, on espère, l'évolution de leurs compétences, mais aussi sur l'évolution des compétences du professeur des écoles et peut-être l'impact qu'a pu avoir cette formation. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'idée de la boucle à chaque fois qui revient. Et ma conclusion serait de dire que, OK, il y a des connaissances, comme j'ai déjà dit, qui sont passées, il y a vraiment des choses positives, mais il y a encore des éléments qui bloquent. Et peut-être que ces éléments-là sont les nœuds de didactique là qu'on arrive moins bien à travailler. Je parlais de la modélisation. Fatalement, ça, c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde. Et peut-être pas seulement parce que le formateur en formation continue est mauvais aussi, mais parce que voilà, c'est difficile à enseigner, à faire passer. On a plusieurs thèmes comme ça qui restent compliqués à faire passer en formation continue. Mais en tout cas, le bilan qu'on fait de cette formation-là, même si elle était difficile cette année parce que tout était à distance, est quand même positif, vraiment très positif par rapport aux pratiques, notamment en résolution de problèmes qu'on a pu observer. Voilà, merci.